Là, effectivement, c'est Julie Champion et moi-même qui organisons cette conférence, donc plus ou moins liée au TAF Demain et Demain Étoile, mais ça va bien au-delà de ça, puisqu'on a l'habitude d'inviter des oratrices et des orateurs qui travaillent en lien avec l'énergie en général dans le cadre de la transition énergétique. Donc ça concerne a priori tout le monde. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julie Dumont, qui est la présidente de l'équipe du débat public en charge de l'accompagnement de la rédaction du 6e PNGMDR, donc Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, dont elle va parler. Mais ses compétences en tant que présidente, enfin en tant que membre de la Commission nationale de débat public s'étendent au-delà du nucléaire. Elle pourra également parler de la gestion de l'eau, de l'économie circulaire et également de l'implantation de parcs éoliens, par exemple. Donc tout ça pourra faire l'objet de questions pendant la séance de débat. Donc elle est accompagnée de deux collègues à elle qui pourront également intervenir dans le débat qui suivra sa conférence. Donc je vais laisser maintenant la parole à Julie Dumont et je vous retrouve après pour l'organisation de la séance de questions et on fera circuler des micros avec Julie. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, dans la mesure où c'est notre premier contact dans le cadre de ce débat avec la jeunesse, avec les universités, qu'on a voulu beaucoup impliquer dans ce débat public. Alors, le débat public, il va s'ouvrir le 10 octobre. Donc là, on est, entre guillemets, en amont du débat. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter à la fois la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, qui est un organisme que je décrirai, auquel vous serez peut-être confronté un jour dans votre carrière professionnelle. On abordera aussi la question du débat public sur des sujets qui ont trait au nucléaire, voilà, parce qu'ils ont des particularités et que l'organisme CNDP les a analysés et a pu en tirer un certain nombre de conclusions, donc que je partagerai avec vous. Voilà, débattre autour du nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Et puis, on regardera un petit peu ce que le débat public a pu apporter justement sur les projets ou sur les politiques en lien avec le nucléaire. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est des sujets qui sont assez techniques. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'un citoyen lambda peut apporter aux décideurs sur ces sujets-là? On peut légitimement se poser la question. Donc, on abordera également ces points. Et puis, je vous présenterai donc le futur débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, en vous montrant un petit peu comment on a travaillé, nous, équipe du débat, sur la préparation, puisqu'on en est encore au stade de la préparation, de ce débat public. Voilà. Peut-être que ça ne se passe pas comme ça sur d'autres conférences, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser au fur et à mesure. Voilà, parce que des fois, je vais peut-être jargonner un peu, employer des sigles que vous ne connaissez pas. Je sais qu'il y a des profils un peu différents dans la salle, donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose qui puisse vous intéresser, voilà, les uns et les autres. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, on est sur des sujets assez particuliers, donc n'hésitez pas. Je préfère que vous en posiez plein que pas du tout. Voilà, donc juste, je vais me présenter pour vous situer un petit peu qui je suis et d'où je vous parle. À la base, je suis consultante en participation citoyenne. Donc mon job, c'est de concevoir des dispositifs qui permettent aux gens de s'exprimer sur des projets, sur des politiques, à des échelles très diverses. Ça peut être l'échelle très locale, ça peut être l'échelle régionale ou carrément l'échelle nationale. Donc voilà, donc ça, c'est mon métier. Mais depuis 2017, je suis collaborateur occasionnel du service public, voilà, COSP, en tant que garante de concertation. Garante de concertation, ça veut dire que je suis un peu un policier de la concertation. Je viens vérifier que quand il y a une concertation, elle se passe bien, que les gens sont bien informés, que les informations sont à la fois transparentes et claires et que les gens sont bien invités à participer aux discussions autour d'un futur projet ou d'une future politique ou un programme. Voilà. Ensuite, depuis 2020, j'ai été nommée déléguée régionale en région Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je suis basée à Libourne. Et donc, je m'occupe un petit peu de diffuser cette culture de la participation sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. Donc ça, c'est une fonction supplémentaire. Et là,
en février de cette année, on m'a dit, est-ce que tu veux prendre en charge la présidence d'un débat public? Ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais participé déjà à 2 autres débats publics, mais je n'avais jamais pris la présidence. Et donc voilà, je me vois embarquée dans une nouvelle aventure qui est de présider un débat public. Et donc ça a été, en plus, alors le sujet, on m'a dit, c'est le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc j'ai dit, ah oui, quand même, j'ai jamais touché au nucléaire de ma vie, hein. Voilà. Donc du coup, ça a été aussi pour moi l'occasion de découvrir un domaine, un sujet, le management d'une équipe sur un sujet complexe, avec beaucoup de controverses, des acteurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, donc c'est tout ça que je vais essayer de vous parler. Je vais essayer de rendre ça vivant, parce qu'au final, on reste une institution, donc on est vraiment dans le monde institutionnel, et ça peut parfois être un petit peu, voilà, pas toujours très très rigolo, mais on va essayer de le rendre un peu attractif. Voilà, donc juste, je vais vous parler un petit peu de la CNDP. Alors j'ai mis une institution menacée parce qu'en fait, on est une institution qui n'est pas appréciée de tous. Donc j'en parlerai un petit peu. Donc on a été créé en 1995 par la loi Barnier. Et depuis 2002, c'est là où ça devient intéressant, on est une autorité administrative indépendante. C'est-à-dire qu'on agit, donc moi je suis bien collaborateur occasionnel du service public, hein, on agit au nom de l'État, mais on dispose d'un réel pouvoir sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement. Voilà. Donc on est un petit pas de côté. Aujourd'hui, cette institution, elle a un bureau composé de commissaires, en fait, qui sont de domaines très, très variés. Voilà. Donc il y a une grande pluralité d'acteurs dans le bureau de la CNDP. Et on a une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent à temps plein au siège. Et ensuite, on est 300 garants. Donc je fais partie du vivier, c'est comme ça qu'on nous appelle, le vivier des garants, dans lequel, en fait, la CNDP va aller piocher à chaque fois qu'il y a un projet qui nécessite d'être garanti par la CNDP. Donc, en fait, ce n'est pas une institution classique, hein. Nous, on a vraiment un objectif, c'est garantir les droits des citoyens d'être informés et de participer. Et en fait, ça, c'est écrit dans la charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution. Donc en fait, c'est un droit constitutionnel. C'est pour ça que je disais on est menacé, oui et non, parce que certains députés aimeraient bien qu'on ne perde pas de temps avec les concertations sur les projets. Et en même temps, nous, on est inscrit dans la Constitution et on est un droit, enfin on défend un droit, et d'autres aimeraient bien garder ce droit. Voilà, donc c'est un débat qui a lieu. Qui a eu lieu en tout cas il y a quelques mois. On a été sauvés in extremis, voilà. Et juste pour revenir sur le fait que la concertation prend du temps ou qu'elle ralentit les projets, c'est totalement faux, puisque nous, en moyenne, un débat public, ça dure 4 à 6 mois. 6 mois, c'est le maximum, sur des projets qui, globalement, mettent 10, 20, voire 30 ans à se monter pour la plupart. Donc, on est quand même sur des échelles qui sont peu comparables. Voilà. Mais ça reste un des arguments qui est défendu par certains. Dans notre travail, en fait, en tant que garant, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est une formation, mais c'est aussi de signer une charte de déontologie qui comprend les 6 principes en fait de la CNDP, qui garantissent un petit peu aussi notre cadre de travail, et ça reste notre boussole pour chaque mission qu'on va mener. L'indépendance, c'est-à-dire qu'on ne copine ni avec les uns ni avec les autres. On essaye d'être vraiment dans notre bulle et de travailler en toute neutralité, ce qui est le deuxième point, neutralité par rapport au sujet. Là, par exemple, moi, je suis présidente d'un débat sur les matières et déchets radioactifs. Personne ne saura jamais ce que j'en pense. Moi, je suis censée garder mon avis pour moi. Par contre, je suis là pour écouter celui des autres. La transparence. Alors, on est transparent sur notre travail, sur nos rémunérations, sur nos exigences globales, et on exige la même chose du maître d'ouvrage. Donc, les maîtres d'ouvrage, on balayera sur le plan national de matières et déchets radioactifs. Le maître d'ouvrage, c'est la DGEC, Direction Générale Énergie-Climat, qui dépend pour l'énergie du ministère de l'Industrie, pour le climat du ministère de l'Environnement, qu'ils ont une double tutelle. Et donc là, c'est l'État. Mais des fois, ça nous arrive d'être avec des industriels qui sont de nature variée. On peut avoir moult projets.
Et donc, on exige de la transparence aussi de ces maîtres d'ouvrage. L'autre point qui est extrêmement important, c'est l'argumentation. Nous, de savoir que quelqu'un est pour ou contre le nucléaire, pour ou contre son développement, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, c'est-à-dire l'argumentation. Et c'est ça qu'on va chercher dans un débat public, c'est les arguments des uns et des autres. Et on écoute tous les arguments de manière totalement équilibrée. Voilà, donc on va chercher ces arguments et c'est comme ça qu'on fait nos comptes rendus. L'autre élément, c'est l'égalité de traitement. Alors ça, on l'interprète différemment selon les garants. Moi, personnellement, l'égalité de traitement, je fais en sorte que, par exemple, si dans une salle, j'ai un maire et des citoyens, le maire, il n'aura pas plus la parole que les citoyens. Alors, ce n'est pas toujours bien perçu, mais l'idée, c'est vraiment que chaque voix compte et qu'on entend tous les arguments. Même si un argument a été cité qu'une seule fois et un autre argument a été cité 100 fois, on mettra les deux arguments dans notre compte-rendu. Voilà. Ça, c'est des principes en fait d'égalité de traitement. Et enfin, l'inclusion. L'inclusion, c'est d'arriver à toucher dans notre ambition de faire participer les uns et les autres, tout le monde. Alors, ça veut dire qu'il y a des publics qui sont plus éloignés que d'autres. Vous faites partie des publics éloignés, sachez-le. La jeunesse participe peut-être moins. Souvent, nous, dans les réunions de concertation, on a des retraités, des jeunes retraités actifs. C'est notre profil majoritaire. Et donc, la CNDP a vraiment cette volonté d'aller au-delà de ça et d'aller au-devant des publics nouveaux qui sont parfois éloignés de la concertation. Ça peut être aussi tout simplement les actifs, les quadras actifs. Et le soir, ils rentrent, ils n'ont pas forcément le temps d'aller à une réunion publique. Donc, on imagine aussi d'autres modalités pour leur permettre de participer avec nous. Alors, sur quoi on intervient? Alors, il y a les gros débats publics. En gros, les débats publics, c'est vraiment une grosse machine qui est pilotée par la CNDP, donc par une équipe de la CNDP. C'est nous qui décidons tout, on organise ce qu'on veut, on convie bien sûr les maîtres d'ouvrage pour répondre aux questions, mais c'est bien nous qui sommes à la manœuvre. Les concertations préalables, ça, c'est un dispositif un tout petit peu plus léger, on va dire. Et les concertations préalables peuvent être pilotées soit par la CNDP, soit par les maîtres d'ouvrage directement, en fonction qu'elles sont volontaires ou imposées. Il y a les concertations continues aussi. Alors ça, c'est quand un projet a déjà fait l'objet d'une concertation préalable. Préalable, ça veut dire simplement quand on est encore, je ne vais pas dire au stade de la feuille blanche, mais où toutes les options du projet sont encore possibles. Voilà. Donc ça, c'est la préalable. La continue, c'est quand on a fini cette concertation préalable, il y a quand même du dialogue qui va continuer jusqu'à ce qu'il y ait le dépôt d'un dossier, son instruction et la fameuse enquête publique. Enquête publique qui vient un peu clore le processus de participation. C'est la dernière occasion de s'exprimer, après on se tait à jamais. Et d'ailleurs, je précise, une de mes collègues, Georgette Péjou, ici présente, est également commissaire enquêteur, c'est-à-dire ceux qui sont chargés des enquêtes publiques. Donc si jamais vous avez des questions sur cette phase qu'on appelle la phase aval d'enquête publique, Georgette, elle est là pour répondre. Voilà. Et la CNDP a aussi une nouvelle mission qui est la mission de conseil et d'appui méthodologique. Alors ça, c'est un peu nouveau. Donc là, on va aider les maîtres d'ouvrage à concevoir leur dispositif de participation, en fait. Ils vont nous consulter pour avoir des conseils. Alors vous allez me dire, c'est un peu comme un consultant, en fait. Oui, c'est un peu pareil, mais pas tout à fait quand même. Parce que du coup, le garant, il va lui donner des conseils, mais il va écrire les conseils sur son compte-rendu. Et après, le maître d'ouvrage, il les suit ou il les suit pas. Et ça, ce sera écrit aussi. Donc, il se met un peu pas en danger, mais bon, il a un accompagnement, mais qui est à double tranchant. C'est-à-dire que si, effectivement, il n'écoute pas du tout ce qu'on lui dit, ça se saura, quoi. Voilà. Bon. Il y a beaucoup moins de missions d'appui méthodologique que le reste. Les débats publics, on en a 3, 4, 5 par an. Et les concertations préalables, c'est la majorité de nos missions. Voilà, donc sur quel sujet on travaille? Un peu tout. Tout à l'heure, Nicolas Thiolière l'a dit, je peux vous parler de gestion de l'eau, d'éoliennes en mer, d'éoliennes terrestres, de nucléaire, des EPR, etc. On travaille sur une multitude de sujets sur lesquels nous-mêmes, on n'est pas experts. Moi, je suis issue de la société civile à la base. Mes collègues n'ont pas les mêmes profils que moi. On a tous des profils différents et en gros, on se documente à chaque dossier.
Donc ça, c'est une particularité. Donc on se documente jusqu'à un certain niveau. Moi, là, quand on commence à me parler d'enrichissement d'uranium, bon, j'atteins mon niveau limite, on va dire. Donc je ne peux pas rentrer complètement dans la technique non plus. Alors, les projets qui sont concernés, en fait, c'est les projets qui ont un impact sur l'environnement, un impact significatif, souvent ceux qui font l'objet d'une évaluation environnementale. Évaluation environnementale, ça vous parle ou pas? Oui. Bon, ok. Évaluation environnementale, en gros, c'est, comme son nom l'indique, hein, on va évaluer l'impact d'un projet sur l'environnement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire pour pas mal d'industries, de projets. Et quand il y a une évaluation environnementale, il y a forcément la CNDP à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, on peut travailler à la fois sur des projets. Donc là, c'est assez simple. Hein, travailler sur un projet, quelque part, on sait où il est implanté localement. C'est simple. Par contre, travailler sur une politique, là, moi, avec mon PNG MDR, la Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, je suis sur une politique, un plan et programme. Et là, c'est pas pareil, parce qu'on ne mobilise pas de la même façon les gens, ça les intéresse moins. Donc, voilà. Donc, dans les exemples de projets, on peut avoir des infrastructures routières. Alors, on a des seuils. Là, je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est un peu au cas par cas. Mais en gros, vous avez des seuils et des tailles d'ouvrage. Une route, il faut qu'elle fasse X kilomètres et que le budget soit de temps pour que la CNDP intervienne. Il y a les voies ferrées, idem. Les ports, l'aménagement des ports, parcs d'attractions, stades, parcs éoliens, mines d'or. Voilà, on a eu un gros débat qui a fait un peu de bruit sur la mine d'or en Guyane, hein, Montagne d'or, qui a été un projet qui a été arrêté suite au débat public. C'est le seul. Voilà. On n'est pas là pour empêcher les projets, en fait, mais sur certains, comme celui-là, entre guillemets, le débat public a vraiment mis en lumière le fait qu'il y avait des dysfonctionnements, ou en tout cas qu'il était difficile de l'envisager. Voilà, les centres d'enfouissement. Enfin, on a beaucoup de sujets à traiter. Voilà, donc on est à plus de 100 débats aujourd'hui, 350 concertations préalables sur un vivier de 300 garants. Donc on commence à avoir quand même pas mal de données aussi. Alors on fait de l'analyse statistique de nos interventions. Voilà. Et puis alors là, je vous ai mis une petite adresse, une URL qui vous permet en fait d'aller voir si un projet est concerné ou pas par la saisine de la CNDP. Parce que c'est une saisine, soit les industriels sont obligés de nous saisir, soit ils peuvent nous saisir volontairement parce qu'ils se disent qu'avoir un garant, ça peut être pas mal sur un projet pour le crédibiliser ou favoriser la confiance des publics. Ça peut être aussi une option. Et donc, du coup, vous avez cette adresse où vous pouvez en fait rentrer les données d'un projet ou d'une politique et voir si oui ou non ça rentre dans les clous de la CNDP. Donc, c'est un petit logiciel voilà, qui analyse si on est ou pas sur un projet CNDP. Alors là, je vais aller vite. Vous me poserez des questions si vous voulez là-dessus. Simplement préciser que suite au décès de Rémi Fraisse, je ne sais pas si ça vous parle, Sivins, le barrage de Sivins, non ? Alors, c'était un barrage qui était en construction. Il y a une grosse opposition citoyenne. Et il y a un jeune homme qui est décédé dans les affrontements qu'il y a pu y avoir. Voilà. Et ce drame, si vous voulez, a généré un renforcement de nos missions, puisque il est quasiment avéré. En tout cas, on a des chiffres là-dessus un petit peu. Hein. C'est que plus on va avoir du dialogue et plus on fait retomber un peu la pression, qu'il y a moins de violence. Voilà, dialoguer, parler, argumenter, ça fait partie des choses qui permettent quand même de limiter les affrontements directs. Et donc, du coup, en 2016, il y a eu vraiment un renforcement de nos missions en qualifiant un petit peu mieux ce qu'on devait faire, nos comptes rendus, les durées exactes des concertations. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu qui s'appelle le droit d'initiative. Droit d'initiative, en fait, ça veut dire que si jamais un maître d'ouvrage ne nous a pas saisi, potentiellement, alors c'est assez limité, mais bon, une autorité compétente, donc une collectivité territoriale ou une association environnementale ou des citoyens, mais il en faut un sacré paquet, peuvent saisir le préfet et lui dire il n'y a pas eu là de concertation et nous on pense qu'il en faut une. Voilà, donc ça s'appelle le droit d'initiative. Ça a été activé déjà
plusieurs fois. Les associations environnementales s'en sont bien emparées. Après, le préfet, il prend sa décision, il dit oui ou non. Mais en tout cas, il y a ce droit d'initiative qui est possible. Voilà, donc ça, c'était juste la présentation je dirais, de la CNDP. Là, je vais vous parler plus spécifiquement de ce qui s'est passé, enfin, on va dire, des caractéristiques des débats publics qui ont pu avoir lieu sur des sujets qui ont trait au nucléaire. Donc ça, c'est une analyse qui a été portée sur plusieurs débats. Voilà, vous les avez ici. Alors, je ne vais pas tout lister, mais en gros, vous avez Georges Besse 2 dans le Tricastin, donc usine d'enrichissement. Vous avez également une plateforme de recherche Jules Horowitz. Vous avez le PNGMDR qui a été débattu plusieurs fois. Et puis les EPR de Flamanville, tous les EPR en cours, tous les débats qui ont eu lieu. Bref, vous avez une diversité de projets qui ont trait au nucléaire et notamment aux déchets radioactifs comme CIGEO. Vous avez entendu parler de CIGEO? Oui. Bon, voilà. C'est le centre qui accueillera les déchets les plus radioactifs, donc les HAVL, haute activité vie longue. Voilà, donc on a analysé ce qui s'est passé sur une vingtaine d'années. Et ce qu'on voit, donc on est sur une quinzaine de débats publics. Donc ce n'est pas non plus la majeure partie de nos activités, mais pour autant c'est important. On constate que quand on organise un débat public sur le nucléaire, bah, ça mobilise beaucoup. Voilà, ça c'est le premier élément, c'est que globalement, le public est là. Les gens sont intéressés pour diverses raisons. Hein. Ça peut être des motivations différentes, mais en tout cas, ils sont là. On voit aussi qu'il y a une forte argumentation, c'est-à-dire que nous, on récupère beaucoup de verbatim intéressants pour alimenter la réflexion des maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. En tout cas, c'est des facteurs, des critères de succès. On va dire, nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a du monde et est-ce que la participation est de qualité. Alors, par contre, l'autre élément, c'est qu'on a une grosse conflictualité sur ces projets. Donc, on a beaucoup des réunions un petit peu agitées, des opposants qui parfois nous empêchent de faire les réunions, des acteurs qui ont des débats houleux. Voilà, donc on a un gros travail de médiation en général à faire quand on est sur ce type de débat public, puisque la conflictualité est forte. Après, l'autre élément qui est caractéristique et qui ressort de cette analyse, alors une analyse qui a été faite par plusieurs membres de la commission, hein, notamment Hilaria Casillo, Marilyn Meau, qui est une garante qui a suivi tous les débats sur le nucléaire depuis le début. Voilà. Et qui conclut aussi à une très grande ingérence en fait, des pouvoirs publics et des producteurs dans nos débats. Donc, c'est-à-dire que nos équipes sont soumises quand même à des grosses pressions qui viennent soit de l'État, soit des producteurs. On a eu souvent des annonces qui ont été faites en plein milieu de débat public. Il y a des décisions qui ont été prises alors qu'on était en plein débat public. Donc ça, c'est des choses qu'on voit moins maintenant, mais on a eu à gérer des prises de décision qui arrivaient au moment où on était en plein débat public. Donc ils nous ont quand même un petit peu saboté la planche de la confiance, quoi. Sachant que nous, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas maître d'ouvrage. On est là pour écouter les publics. Et en fait, souvent, on est assimilé au maître d'ouvrage. Donc, si le maître d'ouvrage prend des décisions, souvent, nous, on est un peu balayé avec. Bon, c'est la vie. Ça fait partie de ce qu'on appelle les enseignements du débat. En général, quand il y a un truc qui se passe mal sur un débat public, on appelle ça un enseignement. On a pu voir également que là où le bas blesse, c'est les choix énergétiques, hein, les orientations énergétiques. C'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, ne se discute pas bien. Voilà. Discuter de la stratégie nationale bas carbone, ouais, la PPE, bof, c'est vraiment, on sent que c'est des sujets sur lesquels eh bien, les pouvoirs publics estiment certainement que le citoyen n'a pas la légitimité pour intervenir. Ce qui est un petit peu dommage parce que
on s'aperçoit quand on anime des débats avec les gens sur le terrain qu'on en revient toujours à ça en fait. Nous, on sait déjà que sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, il y a un moment où les gens vont nous parler de la relance du nucléaire. Donc on sait que les choix énergétiques qui sont faits ont un impact sur quasiment tous les sujets et qui vont être rediscutés à chaque débat public. Parce qu'il n'y a pas d'espace justement suffisant pour en parler réellement. Et enfin, on s'aperçoit que c'est vraiment des débats de société où souvent ce sont les citoyens qui amènent des sujets, je ne vais pas dire inattendus, mais par exemple, si on prend CIGEO, un des sujets qui a été apporté, c'est vraiment la mémoire. Comment on fait pour transmettre la mémoire de ce qui se fait, la traçabilité. Voilà, on sait que c'est des déchets qui vont être actifs pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Qui sera là dans 300 000 ans? On ne sait pas. Donc là, on n'est plus sur de l'intergénérationnel, on est sur de l'intercivilisationnel. Ce qui est plutôt intéressant. Et ça, c'est des citoyens qui amènent ces sujets-là. Voilà, donc là, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que les citoyens, justement, ont pu apporter au débat public. Alors, spécifiquement sur les sujets nucléaires, mais je peux vous donner d'autres exemples sur d'autres sujets si ça vous intéresse. Voilà, typiquement dans CIGEO, si on reprend CIGEO, donc option d'enfouissement en couche géologique profonde à 500 mètres de profondeur. Donc aujourd'hui, on est sur un laboratoire de recherche qui vérifie comment réagit l'argile, etc. Bon, là-dessus, vous devez être plus calé que moi. Et ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle la FIPIL, la phase industrielle pilote. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui est issu des débats publics. Voilà. Les citoyens ont, notamment dans les apports qu'ils ont pu faire, soulevé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une petite phase test à faire? Voilà. Donc ça, c'est un des apports. Il y a eu également la demande d'un plan directeur pour l'exploitation. Voilà, qui a été justement, alors qui n'a pas été fait directement par les citoyens, mais avec les parties prenantes, mais qui était à la demande, notamment citoyenne. Et enfin, il y a également une réflexion sur la gouvernance du projet, la place des parties prenantes et surtout la place des citoyens en fait dans le processus d'élaboration et de cheminement, hein, puisque CIGEO, les premiers déchets radioactifs qui entreront dans CIGEO, c'est 2050. Voilà. Là, pour l'instant, ça refroidit, on attend, on fait les tests, la FIPIL, etc. Donc, c'est des pas de temps. C'est pour ça que je disais, voilà, dire qu'un débat public ralentit le process, bon, je crois que, voilà, on n'est pas tout à fait responsable. Pour autant, c'est vrai que le dialogue citoyen va peut-être ralentir un peu CIGEO. Parce qu'il y a des inquiétudes, parce qu'il y a des gens qui habitent autour, qui vont habiter au-dessus, et qui soulèvent en fait des questions qui font cheminer aussi l'ANDRA, hein, qui est le maître d'ouvrage sur ce projet, pour garantir en fait la continuité d'un dialogue et d'une confiance aussi avec les citoyens sur le territoire. Notamment, alors, ils ont mis en place, hein, dans le cadre de CIGEO et de la concertation continue, parce qu'en fait, CIGEO, il y a eu une concertation préalable, et maintenant, on est dans une phase de concertation continue. Alors, comme le lien est fort avec notre plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, dans mon équipe de débat, j'ai une personne, Claire Morand, qui suit la concertation continue CIGEO. Voilà, comme ça, on fait le lien aussi avec les différents projets. Et typiquement, sur CIGEO, dans la concertation continue, ils ont élaboré tout un tas de groupes de travail, et notamment un groupe de travail sur la mémoire, qui est constitué essentiellement de citoyens, et qui a fait des concours de BD, de romans, pour essayer de réfléchir, de continuer en permanence cette réflexion en parallèle des projets de recherche, parce que c'est toujours la même chose, c'est que les pas de temps sont tels qu'en fait aujourd'hui c'est la solution qui est mise en avant, l'enfouissement en couche géologique profonde, mais les citoyens notamment ne lâchent pas le fait qu'il y ait peut-être encore d'autres options possibles. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique. Les citoyens n'acceptent pas qu'on s'enferme dans une seule solution. Ça, c'est récurrent depuis le début des concertations sur CIGEO.
Ça revient tout le temps, ce qui n'est pas sans agacer un certain nombre d'acteurs, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis, il y a aussi un groupe qui a été mis en place de travail à l'OPEXT, donc l'Office parlementaire qui suit en fait tous les projets de sciences et techniques, les développements de sciences et techniques. Et du coup, eux aussi ont un devoir de mémoire, de transmission à leurs collègues pour qu'il y ait toujours ce suivi à l'échelle parlementaire également. Voilà, et donc, si ça vous intéresse, il y a une synthèse qui existe sur tous les questionnements du public qui se sont posés jusque-là. Et les travaux vont continuer encore très longtemps sur cette concertation CIGEO, concertation continue. De la même façon, il y a eu des apports sur la précédente édition du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc, mes collègues ont mené un débat public en 2019. Et ce débat public a abouti notamment à la mise en place d'un comité d'orientation du plan. Et ce comité d'orientation, en fait, il est mixte. Il comprend 80 acteurs qui sont représentants de plusieurs types de structures. Ça va des associations environnementales antinucléaires à des institutionnels, l'ANDRA, etc. Donc, vous avez 80 acteurs comme ça qui sont dans une même instance et qui dialoguent. Voilà. Donc ça, c'est un des apports du débat public de 2019. Après, vous avez également des apports sur... alors là, j'ai pris l'exemple, des exemples variés, mais à chaque fois qu'on mène un débat public, ça ouvre sur des choses nouvelles. Typiquement, quand il y a eu un débat public sur Flamanville, sur l'EPR de Flamanville, en fait, il y a une étude qui a été menée, une étude comparative sur le traitement de tout ce qui est secret défense dans le cadre des EPR. Voilà. Comment on le traite, comment on le fait en France, comment on le fait dans d'autres pays, pour avoir une vision un petit peu de... Parce que souvent, quand on travaille sur les projets nucléaires, il y a un moment où on nous dit, hop, secret défense. Donc nous, notre objectif de transparence, il se trouve confronté à l'objectif de sécurité et de secret défense. Donc du coup, c'est un équilibre à trouver. Nous, on entend secret défense, on comprend qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Pour autant, tous les acteurs n'ont pas toujours la même interprétation et c'est ce qu'on avait constaté sur Flamanville, donc ça avait donné lieu à une étude complémentaire. Parce que la CNDP, en fait, peut aussi demander des études complémentaires, mener des études complémentaires et les financer quand c'est nécessaire. Je vous citerai un autre exemple où on l'a fait également sur les éoliennes en mer. Après, on a également, par exemple, sur le CIGEO, les débats ont aussi demandé plusieurs fois à ce que les coûts de CIGEO soient mis à jour. Ça a été fait cette année. Donc, ça nous a permis, ça permet aux citoyens d'y voir un peu plus clair sur effectivement les perspectives de coûts par rapport à un tel projet. Aujourd'hui, je crois que c'est 36 milliards qui sont annoncés. Voilà. Alors, sur plusieurs dizaines d'années, bien sûr. Souvent, les recommandations du public, elles vont porter sur la gouvernance. Ça, c'est des sujets peut-être qui sont plus éloignés de certains d'entre vous, qui sont beaucoup dans la technique. Mais en fait, on se rend compte que les problématiques de gouvernance, elles sont cruciales. En fait, l'humain, le facteur humain, est un facteur très, très important. Donc, on a beau être sur des sujets très techniques, il y a toujours un moment où il va falloir l'expliquer, où il va falloir le défendre, où ce fameux facteur humain et toutes les compétences qui sont liées vont être questionnées. Voilà, et puis un autre apport, c'est aussi cette fameuse recherche des solutions alternatives. Les citoyens sont toujours un peu axés sur les alternatives et les différentes options. C'est pour ça que nous, on préfère travailler aussi quand les choses ne sont pas encore complètement actées. Là, typiquement, on va attaquer un débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs sans PPE voté, voilà. Enfin, sans le décret d'application de la PPE 3. Bon, ça ne nous empêchera pas de travailler, en fait. Ça n'empêche pas de poser des questions, ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas de se documenter. Donc, ce n'est pas un frein, on va dire, pour nos équipes. Est-ce qu'à ce stade, vous avez 2-3 questions éventuellement ou pas? Oui? J'aimerais savoir si la CNDP
au travers donc, de ces débats publics, avaient réellement un impact sur les décisions prises par les maîtres d'œuvre? Est-ce que du coup les débats ont réellement une utilité et des résultats observés sur les décisions prises? C'est la question, c'est la vraie question. Alors, je vais vous le faire en deux temps, c'est-à-dire que à la fois l'intérêt que les citoyens soient informés de ce qui se passe autour d'eux, soient plus aguerris, je dirais, sur les aspects techniques, sur les aspects éthiques des projets, c'est de toute façon un bénéfice et pour eux et pour les porteurs de projets, puisque quand on sait, entre guillemets, on est plus à même d'écouter. Après, est-ce que les arguments qui sont développés ont un impact? Ce qui est très particulier, c'est que quand nous, on rédige les bilans, on a des arguments qui vont dans un sens et des arguments qui vont dans l'autre. Donc, prendre en compte tous les arguments est impossible puisque souvent, ils sont contradictoires, puisque souvent, on est sur des débats qui font controverse. Donc, déjà, en ce sens, un maître d'ouvrage ne peut pas prendre en compte tout. Pour autant, oui, il y a souvent des impacts des impacts sur les décisions. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu en direct. Ce sont les éoliennes au large de La Rochelle, hein, de l'île d'Oléron, très précisément. C'est le parc éolien Oléron 1 et son éventuelle extension Oléron 2. Donc ça, c'était l'intitulé du débat public, hein, éolienne en Sud-Atlantique. Il se trouve qu'au début du projet, l'État avait positionné le futur parc dans le parc naturel marin. Une bonne idée ou pas. Bon, nous, on s'était interrogés au début, on a dit, ah, vous l'avez mis là quand même, ça va peut-être faire grincer un peu des dents, notamment les environnementalistes. Bon, on a commencé le débat public, ça a été le sujet, mais les gens n'ont pas lâché ce sujet. C'est-à-dire de dire, attendez, l'État protège d'un côté en créant un parc naturel marin, et dedans, il met des éoliennes qui potentiellement vont hacher, alors je caricature, hein, vont hacher les migrateurs. Bon, bah, très sincèrement, en plein débat, en fait, l'État a étendu l'aire d'étude de manière à permettre une prise de décision ultérieure qui pourrait potentiellement sortir le parc du PNM. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. La décision finale, ça a été de sortir le parc du parc naturel marin. Et en outre, on avait demandé, nous, une expertise complémentaire sur les profondeurs maximales où on pouvait faire de l'éolien posé, de manière à ce qu'il y ait un éclairage du public qui était on n'en veut pas dans le parc naturel marin et un éclairage technique qui était on peut ou pas poser à plus de 60 mètres. Parce que la limite, eux, ils l'avaient fixée à 60. Il se trouve que ça peut aller jusqu'à 100 mètres, étant donné la nature des fonds à cet endroit-là. Voilà, donc ça, c'est un exemple, mais il y en a sur tous les projets. Souvent, ils concernent la gouvernance des projets. Sur les aspects techniques, si on va prendre Oriseo, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Oriseo, c'est un projet de parc photovoltaïque géant à Socat, donc c'est dans les Landes, forêt des Landes de Gascogne. Bon, bah là, typiquement, à la base, c'était un parc photovoltaïque immense, plus il y avait des data centers qui étaient associés. Bon, bah, le débat public a fait que le GDF, hein, qui était à la Engie, pardon, Engie, a abandonné l'idée des data centers pour répondre au public qui avait remis en cause cette partie-là du projet. Bon, là, il est en stand-by. Celui-là, il est un peu. En fait, ce qui prend du temps, et d'ailleurs, là, je reviens là-dessus, ce qui prend du temps dans les projets, ce n'est pas la concertation, c'est l'instruction. Donc là, les services de l'État sont en train d'instruire ce dossier et Engie s'arrache les cheveux parce que justement, ça n'avance pas du tout au rythme qu'ils espéraient. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et après, si je reviens sur un débat public où effectivement ça a stoppé net, c'est Montagne d'Or en Guyane, où là, il y a une mobilisation à la fois citoyenne énorme, association environnementale énorme, autochtone, hein, on a eu une montée des autochtones, et du coup, en fait, le projet a carrément été abandonné, et dans l'histoire de la CNDP, c'est le seul projet qui a été abandonné, à cause du débat public. Voilà. Mais sinon, globalement, on a des modifications. Alors, il y a des études statistiques qui ont été faites, il y a des modifications substantielles sur environ 70% des projets, pour avoir une idée du volume.
Voilà. Mais votre question, c'est celle qui nous est tout le temps posée, parce que c'est effectivement, il y a des personnes qui argumentent en disant qu'on ne sert à rien puisqu'on n'influe pas réellement sur les décisions. Ce n'est pas nous qui les prenons, les décisions, c'est les maîtres d'ouvrage. Nous, on organise le débat et après on leur dit, bah, maintenant, voilà le compte-rendu, débrouillez-vous. Ce qui peut interroger. Par contre, ce qu'on a de nouveau, c'est que maintenant, le compte-rendu qu'on fait est produit. Dedans, on a des recommandations, on pose des questions, on fait des demandes de précision au maître d'ouvrage. Ce dernier répond. Et désormais, il y a un avis sur la réponse qui est produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire, ouais, là, il s'est un peu moqué de nous ou pas. Enfin, on ne le dit pas comme ça, forcément, mais on va pouvoir dire éventuellement, il y a eu trop peu de réponses apportées, il faut que la concertation continue, apporte les réponses aux citoyens sur tel et tel sujet. Et ce qui est important de savoir, c'est que nos comptes rendus figurent dans le dossier d'enquête publique. C'est-à-dire que le commissaire enquêteur, à un moment, il va avoir accès à tout ça, il va pouvoir se dire, OK, donc là, l'information, elle n'a pas été transmise, là, elle a été transmise ou pas. Donc, entre guillemets, tout ça fait que, même si le maître d'ouvrage veut éviter parfois de tenir compte de ce qui s'est dit, il y a un moment où ça peut lui retomber sur le bec. Voilà. Et on a vu notamment, pour donner un dernier exemple, c'était sur les éoliennes du Blayais, projet porté par Valorem. En fait, ils avaient lancé leur projet. Ils n'avaient pas fait de concertation, ils n'étaient pas complètement obligés. Donc, du coup, ils ont fait comme ça. Ils sont arrivés à l'enquête publique. Et le commissaire enquêteur, il a dit bah, en fait, moi, ce que j'ai entendu dans l'enquête publique, c'est que personne n'est au courant de ce projet. Il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu d'information sur le territoire, personne n'est au courant. Retour à la case départ, vous faites une concertation préalable. Donc, moi, je les ai récupérés derrière en concertation préalable. Ils n'étaient pas contents. Mais pour autant, voilà, nous, comme je disais, on n'est pas là pour les embêter. On est vraiment là pour garantir que quand leur projet il va se monter, les gens seront au courant, ils auront eu les arguments, potentiellement ils auront changé d'avis, hein, ça arrive. Voilà, les gens de toute façon ont globalement un réflexe naturel qui est j'adore les éoliennes, mais juste pas chez moi, quoi. Je veux pas les voir, voilà. Ou le nucléaire, pourquoi pas, mais si ça peut être chez le voisin, c'est mieux. Voilà, il y a ce côté, alors on appelle ça le phénomène NIMBY, hein, pas dans mon jardin. Bon, ça, on le rencontre tout le temps, tout le temps. Mais les arguments, j'en veux pas chez moi parce que c'est chez moi, ça marche pas. Nous, on a besoin d'en savoir plus. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Bonjour. J'avais une question concernant l'instruction des citoyens avant les débats publics. Est-ce qu'il y a de la sensibilisation par des experts sur les thématiques abordées durant les débats, ou est-ce que les citoyens sont livrés à leur niveau de connaissance par rapport au débat public? Alors, je vais pas tarder à présenter comment on a procédé sur le débat public du PNGMDR qu'on a préparé. Mais il est bien évident que quand on parle de sujets aussi complexes, il y a une acculturation qui est nécessaire. Que ce soit pour les conventions citoyennes ou pour les débats publics, on a cette attention particulière à apporter du contenu de manière à informer. C'est là où notre rôle de neutralité est fortement interrogé, puisqu'il faut qu'on choisisse un corpus documentaire qui permette de laisser s'exprimer toutes les opinions et tous les arguments. C'est-à-dire, si on prend un EPR, vous allez avoir les Voix du nucléaire, qui sont une association très pro-nucléaire, qui va apporter plein d'arguments pour. Et puis, vous avez le réseau Sortir du nucléaire, qui, eux, vont apporter plein d'arguments contre. Bon. Nous, notre job, c'est de dire il existe telle documentation, il existe telle documentation. Il faut que les gens, en fait, puissent se forger leur avis eux-mêmes. Sachant que nous, on fait des entretiens avec tous les acteurs concernés avant le débat public pour préparer le débat. Et l'idée, c'est aussi d'identifier des experts qui sont en mesure d'intervenir sur des tables rondes, sur des webinaires, d'identifier des publications qui sont dignes d'intérêt. Voilà, donc on ne prend pas non plus n'importe quel document, mais on essaye quand même de donner voix au chapitre des deux côtés quand il y a une controverse très marquée. Donc oui, on assure un
Alors après, on peut aussi travailler à l'inverse, hein. C'est aussi des méthodologies de travail qui sont intéressantes. C'est aussi de voir, si je vous dis, enfin, si on prend un citoyen dans la rue, on lui dit, tiens, matière et déchets radioactifs, ça vous dit quoi? Et ben, sa réaction et ses interrogations ne sont pas inintéressantes non plus. Donc on peut aller chercher ce genre de matériaux, mais in fine, nous, dans notre bilan, il faut qu'on puisse donner de l'argumentaire, et de l'argumentaire, il faut quand même que les gens aient un minimum d'acculturation sur ces sujets. Si je prends un autre exemple, moi j'avais fait la Convention citoyenne fin de vie. Bon, bah, sur la Convention citoyenne, il y a eu 4 week-ends complets qui étaient destinés à la formation, donc audition d'experts, documentation, visionnage de films, etc. Et puis 5 week-ends qui étaient destinés à la délibération, donc à la recherche d'arguments, au positionnement, etc. Donc il y a toujours ces deux phases, hein. Nous-mêmes, dans notre débat public, on va essayer de respecter ça pour faire en sorte que quand les gens arrivent en fin de débat, ils aient déjà collecté de l'information et de la compréhension des différents enjeux. Je crois qu'il y avait une autre question par ici, oui. Oui, il y avait jeune homme aussi. Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. J'avais une question parce que vous aviez dit que les choix énergétiques étaient un sujet tabou. Est-ce que vous mettez en place des actions ou des débats pour en parler avec les citoyens de cette stratégie nationale? Alors, la CNDP, malheureusement, ne s'auto-saisit pas. On n'a absolument pas le droit de dire « Tiens, on aime bien ce sujet, il n'a pas été débattu, ce serait hyper intéressant, on va le faire ». Voilà, ça, on n'a pas le droit de faire. Il faut que nous soyons saisis par le maître d'ouvrage. Donc, en l'occurrence, si l'État nous dit demain, on se fait un débat public PPE, oui, on fait. On acceptera certainement ce débat. Parce qu'en fait, on nous saisit et nous, après, on décide si on fait un débat public ou une concertation préalable. Enfin bon, nos commissaires, en fait, analysent les dossiers. Mais on ne peut pas s'auto-saisir. Donc non, on ne peut pas organiser ça. Par contre, le CESE, qui lui, alors c'est le Conseil économique, social, environnemental, c'est un organisme d'État qui organise les fameuses conventions citoyennes. Donc il y a eu la Convention citoyenne climat, il y a eu la Convention citoyenne fin de vie, je crois qu'il y en a une autre qui est programmée. Là, c'est encore un dispositif différent où, in fine, les citoyens sont organisés un peu comme l'Assemblée nationale. Ils vont débattre à 180 et produire un avis. Un avis qui va être contrasté, hein, parce que sur les 180, autant vous dire qu'ils n'étaient pas tous d'accord, hein, mais ils vont réussir à imaginer le texte qui pourra éclairer les politiques publiques. Et ça marche plutôt pas mal. C'est de qualité. En tout cas, moi, pour avoir suivi celle sur la fin de vie, c'était de très, très grande qualité. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Quand vous avez parlé du droit à l'initiative, vous avez dit que les organisations elles pouvaient directement demander au préfet. Mais sur quoi ils se basent les préfets pour dire que oui ou non, il faut un débat ou non? Ça, je dirais que c'est à la discrétion des préfets. Je ne sais pas quels sont leurs critères. C'est certainement des critères. Alors, le préfet, c'est une autorité de l'État sur le territoire. Donc, il obéit à l'État. Si, voilà, moi, par exemple, j'ai eu le cas sur une usine de conversion de cobalt et de nickel sur Parampuire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un projet qui est porté par une entreprise qui s'appelle MEE2ME. Donc, unité de conversion de cobalt et de nickel pour alimenter les batteries. Alors, ce projet-là, il a toute une histoire. Je parle sous ton contrôle, Georgette. C'est ce que je sais que toi aussi, tu l'as suivi. Donc, première étape, ce projet est porté donc par M. Il se trouve qu'il pourrait être soumis à la CNDP, mais au début, il est à 250 millions et pas à 300 millions. Alors du coup, ça passe en dehors des mailles du filet, parce qu'on a des seuils. Donc il n'est pas retenu. Là, il y a c'est FNE Nouvelle-Aquitaine, donc France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, qui saisit le préfet en disant ce projet, il va dépasser les 250 millions, il est d'intérêt national, il faut qu'on en parle, il faut une concertation préalable. Le préfet, M. Guyot, pour ne pas le citer, dit non, c'est pas la peine. Donc voilà. Et là, on pourrait se dire, ça va s'arrêter là. Sauf que réévaluation du projet, ça dépasse les 300 millions, donc saisine obligatoire. Donc là, on passe sur le Code de l'environnement 121.8 et donc,
Bonjour M, bonjour la CNDP. On va faire une concertation préalable 121.8, une concertation préalable obligatoire. Donc autant vous dire qu'ils ont, enfin ça n'a pas été le projet balade. Hein, j'avais 2 collègues qui ont travaillé dessus. Donc le préfet, son avis là n'avait plus de poids. L'idée, c'était que maintenant, on était passé légalement au-dessus du seuil qui faisait que c'était obligatoire. Donc la concertation préalable s'est plutôt bien passée, elle a eu lieu. Et maintenant, on est passé en concertation continue. Donc c'est un de mes collègues, Jean-Michel Tornari, qui suit cette concertation continue. Ça va être... voilà. Et là, la dernière information, c'est que l'État a produit récemment une liste de projets d'intérêt majeur. C'est ça, hein, intérêt majeur. Et si vous voulez, ces projets d'intérêt majeur vont avoir un certain nombre d'instructions qui vont être plus rapides. Et il se trouve que le projet M en fait partie. Voilà. C'est un projet qui est, je dirais, c'est un joli cas d'étude parce que voilà, il a été un petit peu chahuté d'un côté et de l'autre. Et puis finalement, la concertation n'a pas été aussi. Enfin voilà, ça va pas empêcher le projet en fait. Mais ça a apporté des choses, et puis les citoyens qui habitent autour, du coup, ou qui s'y intéressent, ont compris l'enjeu national aussi, hein, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques hein, autour de ces projets. Le porteur de projet a pu expliquer ces enjeux économiques, les citoyens ont pu exprimer leurs inquiétudes, et ils ont pu ensemble trouver des solutions pour que le projet soit dans une insertion plus favorable sur son environnement, sachant que bon, après c'est une zone inondable, on est à côté de l'estuaire, on est sur le port de Bordeaux. Voilà, il y a des questions qui se posent. Ça valait le coup d'en parler. En fait, nous, c'est un petit peu notre philosophie, c'est de se dire en fait, il n'y a pas de danger à parler des choses. En fait, on peut les discuter et s'informer sans que ça soit dramatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois une là-haut. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème que pose l'unicité de la solution sur le projet SIGEO. Je voulais savoir si vous aviez une idée de la raison pour laquelle il y a un problème lié à cette unicité de solution. Alors, je ne peux pas parler à la place des gens, mais le fait qu'il n'y ait qu'une seule solution qui soit de mettre dans un trou à 500 mètres de profondeur des déchets radioactifs ne satisfait pas en fait certaines personnes qui estiment qu'il doit bien y avoir un autre moyen de gérer ces déchets que de les enfouir. Voilà, c'est tout. Hein. Je pense qu'il y a des inquiétudes, il y a aussi une attente vis-à-vis de la recherche sur la recherche de solutions aussi pour que ces déchets soient comme d'autres déchets plus conventionnels, recyclés ou retraités ou qu'ils puissent se détériorer par eux-mêmes. Enfin, il y a sur le déchet radioactif, je pense aussi des réflexes qui sont ceux qu'on a aujourd'hui sur les déchets conventionnels, le recyclage, les boucles, l'économie circulaire. D'ailleurs, très récemment, vous avez eu un débat public qui a eu lieu sur le technocentre de Fessenheim, porté par EDF, pour recycler des métaux radioactifs. Voilà. Donc il y a déjà des balbutiements de stratégies pour que certains déchets puissent sortir, entre guillemets, du sérail déchets radioactifs. Il y a cet exemple de Fessenheim pour les matériaux métalliques, acier essentiellement, mais vous avez également des interrogations. Enfin, dans notre débat, on va avoir des débats sur le seuil de libération, c'est-à-dire des gravats qui ont juste été en contact, ou pas d'ailleurs, avec de la radioactivité, qui sont traités à 1 200 € la tonne au CIRES parce qu'ils sont dans un zonage qui fait que, est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent? Est-ce qu'il ne faudrait pas un seuil de libération en dessous duquel finalement ça peut partir en déchets conventionnels? Ça, c'est des questions de débat. Je ne dis pas qu'une solution est mieux que l'autre, hein. Je dis simplement que c'est des questions qui vont se poser dans ce débat public.
Sur cette question de l'unicité de la solution, en fait, historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est cadré par la loi de 1991 sur la gestion optimisée des déchets nucléaires. Il y avait 3 axes à l'époque de recherche: séparation, transmutation, des produits de fission et de ce qu'on appelle les actinides mineurs, la loi entreposage de longue durée et donc le stockage en profondeur. Donc cette loi date de 91. Il y a eu une première évaluation en 2006 qui a été prolongée jusqu'en 2012. Et en 2012, je crois, donc c'est le stockage en profondeur qui est devenu solution de référence. Et solution de référence, c'est vrai que c'est ce que tu appelles unicité de la solution. Et c'est souvent de nature à cristalliser, j'imagine, les débats, parce que ça veut dire on débat sur la base d'une solution de référence. Et donc, de quoi est-ce qu'on débat, quoi. C'est ça. C'est tout le problème de CIGEO, c'est que ceux qui y sont opposés continuent d'espérer des alternatives pour que ça n'ait pas lieu, en fait. Et en même temps, si on se met à la place du maître d'ouvrage, que ce soit l'ANDRA ou même les décisions d'État, travailler sur des solutions qui coûtent 36 milliards, on ne peut pas travailler en parallèle sur 3-4 solutions à 36 milliards. Hein. Voilà, il y a aussi les questions de l'optimisation des coûts. Dans un secteur où il y a beaucoup de précautions qui sont prises, traçabilité, etc. Et donc, du coup, les coûts sont extrêmement élevés pour tout, en fait. Et notamment pour le traitement des déchets et matières radioactifs. Georgette Péjou. Attends, micro. Merci. Je voudrais rebondir sur votre, comment dirais-je, terme de unicité. Je pense que pour compléter ce que vient de dire Nicolas et Julie Dumont, c'est qu'il y a quand même, suite à l'édition numéro 5 de ce PNG MDR, il y a eu quand même le principe de réversibilité qui, on ne peut pas dire que ça satisfait un peu le public, mais au moins ça prouve que les déchets qu'on va mettre sous terre, on pourra toujours éventuellement les ressortir et les retraiter si on a une invention de nouvelles technologies pour pouvoir traiter ces déchets. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une option unique, mais c'est une option qui s'ouvre, mais qui est ouverte, puisque éventuellement, il y a la possibilité plus tard, dans quelques années, de faire autrement. Donc, cette réversibilité, elle est très importante. Et c'est quand même un des gains et un des apports quand même du dernier débat. Oui, sachant que la réversibilité, c'est une période qui est limitée. C'est-à-dire que c'est pendant le remplissage de CIGEO avec les déchets HAVL qu'il faut, pendant toute cette période de remplissage qui va durer plusieurs dizaines d'années, qu'on puisse les retirer en cas de problème ou en cas de solution nouvelle. Voilà. Et vous avez toujours dans la concertation continue de CIGEO un groupe sur les alternatives qui continue de réfléchir à d'autres solutions ou en tout cas à comment on peut continuer de réfléchir à autre chose au cas où. Bonjour. La réversibilité, c'est un principe qui a été accepté par l'ANDRA ou c'est encore à l'état de Non, c'est d'idée? Okay. C'est accepté. Oui. La réversibilité, ça fait partie du corpus général CIGEO. Il y a la réversibilité et la FIPIL, donc la phase industrielle pilote. C'est les 2 éléments qui sont inscrits dans la DAC, dans la demande d'autorisation de construire, c'est ça? De concevoir, de construire? La DAC. Dernière étape cruciale de CIGEO. Donc CIGEO, je ne pense pas que ce soit un projet sur lequel il y ait réellement un retour incroyable. Je pense que c'est un projet qui ira certainement assez loin. Après, on verra ce que diront les prochaines étapes de la concertation continue. J'enchaîne sur le débat. Et puis après, on reprend sur les questions-réponses. Vous allez voir, là, ça va être très concret. Ça va être comment est-ce qu'on construit un débat public. Voilà, typiquement, moi, le 4 février, je crois, on m'a dit, non, le 11 février, on m'a dit, tiens, tu vas être présidente du débat PNG-MDR. Ah, bon, chouette. Du coup, voilà. Comment ça se passe à partir de ce moment-là? Voilà, donc le débat public, pourquoi est-ce qu'il a lieu déjà? Aujourd'hui, il a lieu dans un contexte particulier. J'ai parlé de relance du nucléaire. Alors oui, on n'a pas la PPE 3. Dans la PPE 2, ce n'était pas tout à fait l'ambiance.
Mais on a le discours de Belfort, du président de la République qui axe là-dessus. Et puis, le dernier compte-rendu du Conseil de politique nucléaire, où il a été clairement dit qu'on allait relancer le nucléaire de plusieurs façons, c'est-à-dire prolonger la durée de vie des centrales actuelles, développer les EPR, EPR2. Donc là, il y a déjà 6 paires qui sont... non, 3 paires, pardon, qui ont fait l'objet de débats publics et dont les maîtres d'ouvrage, enfin l'État a dit qu'il allait les poursuivre. Et il y en a 8 peut-être derrière. Donc 14 EPR2 potentiellement. La prolongation des durées de vie des centrales actuelles et le développement des SMR, des petits réacteurs en fait, qui sont portés par des entreprises type start-up et qui vont utiliser des technologies différentes de nos EPR ou de nos réacteurs actuels. Je pense notamment à Nucleo, qui est une entreprise italienne qui souhaite implanter un projet dans l'Indre, qui sera une technologie, alors là, au plomb. Je ne peux pas en dire plus. Voilà. Je ne suis pas assez calée pour vous en dire plus, mais certainement vous voyez de quoi on parle. Voilà, donc un petit réacteur au plomb, accompagné d'une usine de MOX aussi. Donc c'est un double projet, voilà, qui est porté donc par Nucleo. Donc ça, c'est un débat public qui ne va pas tarder à s'ouvrir. Là, ils sont en préparation, le président est nommé, c'est Laurent Pavard, et l'équipe est en constitution, donc c'est un projet qui devrait faire l'objet d'un débat d'ici peu. Voilà, donc on est dans un contexte où la question des matières et des déchets, elle se pose. Hein. Donc voilà, on a la gouvernance qui a un petit peu évolué au niveau de la filière. On a l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, qui a fusionné avec l'IRSN. Donc, ce qui nous donne maintenant l'ASNR. Donc, ça, c'est le changement qu'on a vu dans le panel des acteurs. On a également, on sait que les choix qui sont faits en fait aujourd'hui vont avoir des conséquences sur les territoires. Alors après, moi, je reviendrai quand même sur un petit élément qui m'a beaucoup perturbé au début. C'est de me dire que j'allais mener un débat public de 4 mois pour parler d'un plan qui, lui, s'étale sur 5 ans, mais qui traite d'objets qui vont potentiellement être actifs pendant 300 000 ans. Et là, du coup, on se dit, ah ouais, le débat public, 4 mois, bon, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on va... puis même la DGEC, au début, m'avait dit, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur cette édition du PNGMDR, puisque on a déjà les inventaires de référence, CIGEO, ça avance. Enfin, c'était comme si on me disait il n'y avait pas de sujet en fait. Et en fait, non. En faisant notre étude de contexte, on s'est dit si, il y a quand même 2-3 sujets. Donc voilà, et on les met ici. Et puis surtout, je pense que l'information, à partir du moment où on connaît, c'est plus possible de donner un avis, de se positionner, d'être moins dans le côté passionnel d'un débat où on n'a pas les infos. Voilà. Voilà, donc ma première étape, ça a été constituer une équipe. Alors dans l'équipe, vous avez Georgette Péjou qui est ici présente, qui est garante mais aussi commissaire enquêteur, qui a déjà travaillé avec moi sur d'autres débats publics. On a recruté aussi, alors Marie-Céline Battesti, elle est à la CNDP, donc elle est commissaire à la CNDP, donc c'était bien d'avoir aussi quelqu'un qui a une vision macro de la CNDP qui soit dans l'équipe. Alexis Gessler-Roblin, lui, travaille chez Nuclear Transparency Watch, qui est donc une ONG qui a pour but de faire connaître, d'informer sur les pratiques du nucléaire. Donc, quelqu'un qui a une connaissance bien supérieure à la mienne. Donc, je ne vais pas dire que c'est l'expert du groupe, mais un petit peu quand même. On a Luc Martin qui, lui, a présidé le débat sur l'EPR2 de Gravelines. Donc, lui, il avait déjà une connaissance au moins sur les EPR. Claire Morand, qui, elle, est garante sur la concertation continue de CIGEO depuis 3 ans. Donc, elle nous apporte vraiment la connaissance sur CIGEO. Et Véronique Morel, qui a fait le débat public sur les EPR2 de Bugey. Voilà. Donc, on a une équipe où finalement, la seule qui n'avait pas touché au nucléaire, c'était moi, quasiment. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et puis, on a une équipe du secrétariat général.
Donc, alors, comme je vous l'ai dit, nous, on est collaborateurs occasionnels du service public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un métier à côté, en fait. On ne travaille pas 100% là-dessus. On est là pour donner les orientations de notre débat public. On est là pour construire des idées. Mais derrière, on a, entre guillemets, une équipe plus opérationnelle qui, elle, est employée à temps plein tout le temps du débat et qui est constituée d'un secrétaire général adjoint et d'une chargée de mission. Et donc, aujourd'hui, Anne-Sophie Fournier est là aussi, si vous avez des questions sur ces options. Voilà, donc là, on a une équipe, en fait, qui a deux têtes, même si moi, dans ma façon de faire, j'ai une seule équipe. Voilà, mais en tout cas, on n'a pas tout à fait les mêmes fonctions les uns et les autres, ni la même disponibilité. Voilà, donc notre première étape quand on fait un débat public, c'est de faire une étude de contexte, c'est-à-dire de voir un peu où on met les pieds. Parce que entre ce qu'on vous dit et ce qu'est la réalité, comme je disais, ça peut varier un petit peu. Donc du coup, on a auditionné. Alors tout le monde n'a pas fait tout le monde, mais moi j'ai fait tout, quasiment. Et on a rencontré 154 personnes pour comprendre le truc, quoi. Voilà, donc déjà, ça vous donne un peu une idée de l'investissement. Alors c'est assez exceptionnel. En général, on est plutôt sur une cinquantaine d'acteurs. Mais bon, là, vu la complexité du sujet, préférait quand même voilà, rencontrer pas mal de monde. Donc on auditionne les gens, on fait des comptes rendus et puis on en tire un certain nombre de conclusions. Voilà, on a essayé d'être assez diversifié dans les rencontres avec les acteurs. Donc on avait des représentants et organes de l'État, associations militantes, experts de la concertation, associations d'information locales et nationales. Voilà, parce que sur chaque site nucléaire, en fait, on a des CLI, Comité local d'information, et une association nationale des CLI, donc l'ANCLI, qui assure en permanence en fait le relais d'information sur les territoires. Donc là où vous avez une installation nucléaire, vous avez forcément une CLI, voilà, qui est la commission locale d'information. Des associations syndicales, des représentants du secteur de la santé, parce que vous allez le voir, on a un sujet autour des déchets radioactifs issus du secteur médical. Voilà, donc ça c'est pour l'étude de contexte. Les constats qu'on a fait, c'est qu'il y avait beaucoup de sujets dans le sujet. Moi là-bas j'étais déchets radioactifs, déchets nucléaires. En fait non, pas que. Et puis matière, et puis déchets, et puis les FA, les TFA, les HAVL, les HAVC. Bon, bref, il y en avait plein. Donc là ça a été un peu la découverte que finalement il n'y avait pas qu'un seul sujet. On était aussi au début sur un calendrier très tendu. En gros, la DGEC voulait qu'on ait fini le débat au moment où nous, on envisageait de le commencer. Donc on leur a dit, non, on va prendre quand même le temps de préparer les choses. Et là, pour le coup, comme je disais, autant quand on est en concertation préalable, on n'a pas forcément trop la main, autant quand on est sur un débat public, j'étais en train de dire, non, en fait, c'est moi qui décide. Voilà. Donc là, j'ai un peu, entre guillemets, ça a été un peu tendu au début, puis bon, finalement, c'est comme ça, et ça leur va très bien. Voilà, un débat public a été perçu un petit peu comme superflu par plusieurs acteurs qui se disaient est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'en redébattre maintenant alors que ça a eu lieu en 2019 voilà, alors que alors moi je disais oui, de toute façon à chaque fois qu'on peut, il faut faire des choix et avancer en fait. C'est pas parce qu'on me dit maintenant j'étais présidente de ce débat, il fallait bien avancer. Voilà. Et on a trouvé plein de moyens d'avancer qui sont intéressants. Et après, on avait aussi un périmètre du plan qui était finalement pas très clair, notamment sur les déchets et les matières surtout. C'est sur les matières où c'est pas très clair, où là il y a du secret défense. Voilà, donc d'où viennent les matières, d'où viennent les déchets, ça on n'avait pas complètement les infos. Mais bon, après on travaillera avec. De toute façon, on fait toujours avec nous. Voilà, alors là, j'avais une petite... C'était juste pour vous montrer un peu la diversité des acteurs concernés par le plan. Pour que vous voyez un peu la complexité des choses. Voilà. Alors, l'ASN et l'IRSN ont fusionné, donc ça, c'est juste... voilà. Donc, c'était un peu l'expert et le gendarme du nucléaire. C'est comme ça que mes collègues de 2019 avaient intitulé les choses. Vous avez les producteurs, ceux qui vont avoir effectivement des déchets, donc évidemment EDF Orano en première ligne, mais aussi le CEA, le secteur de la défense, le secteur médical, et puis vous avez également
plein de la stérilisation et conservation de produits alimentaires, par exemple. Ça, on va aller visiter un site sur Marseille. Voilà. Après, vous avez les gestionnaires de déchets radioactifs. Donc, tous les producteurs, globalement, ont un peu de gestion à faire. Et puis, bien entendu, l'ANDRA, qui est le gestionnaire principal des déchets radioactifs en France. Et puis après, vous avez le gouvernement. Hein, comme je vous l'ai dit, le plan aujourd'hui, en 2019, le plan, il était piloté par la DGEC et l'ASN. Cette année, juste DGEC. Voilà. Il n'y a plus l'ASN dans le pilotage. On est vraiment que sur un plan qui est défini par l'État uniquement. Ensuite, vous avez donc le gouvernement et puis vous avez également le Parlement avec le fameux OPEXT dont je vous ai parlé. L'OPEXT, ils ont, je trouve, des documents qui sont très clairs, très pédagogiques. C'est parce que du coup, il s'agit d'expliquer des projets de sciences et techniques à des députés qui n'ont pas que ça à faire. Donc, il faut globalement être très pédagogue. Voilà. C'est pour moi, de toute façon, les politiques sont comme des citoyens. Il faut avoir le même niveau de pédagogie avec eux qu'avec des citoyens lambda, même s'ils peuvent avoir certes des connaissances sur certains sujets, mais finalement, c'est le même niveau de pédagogie qui est exigé. Et donc, eux, ils ont pas mal de documentation qui est très, très bien. Et puis, vous avez des organes de concertation, de débat et d'information. Tout à l'heure, vous me demandiez si on pouvait s'auto-saisir. Ben non, nous, on ne peut pas s'auto-saisir. Par contre, dans le cadre des activités en lien avec la radioactivité, vous avez le HCTISN, hein, donc le Haut Comité à la transparence de l'information et de la sécurité nucléaire. Eux, ils ont un dialogue un peu permanent. Vous avez l'ANCLI dont j'ai parlé tout à l'heure, le CNE2 qui est une commission d'évaluation. Alors eux, ils n'ont pas voulu nous voir, par exemple. Ils n'ont pas voulu entendre parler du débat public. Donc là, typiquement, on ne sait pas trop pourquoi. Oui, avec les législatives ou... Ah, d'accord. Mais ils nous ont un peu quand même, ils n'ont pas été très gentils au début. On avait essayé de les inviter justement pour une... ça doit être soit pour des focus group, je ne sais plus, peut-être même une conférence de rentrée. En substance, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont un devoir de réserve et ils sont très réticents à prendre la parole comme ça, publiquement. D'accord. Ouais. Bon, ils font partie du comité d'orientation du PNGMDR et moi, la première étape que j'ai eue lors de ce comité où j'ai été invitée pour présenter le débat, ça a été de leur dire, vous en attendez quoi du débat public? Et eux n'avaient pas souhaité s'exprimer sur ce sujet et avaient été un petit peu raides. Mais bon, ça arrive. Et puis nous-mêmes, hein, qui sommes également acteurs. Et puis après, vous avez les organismes non gouvernementaux, qu'ils soient pour ou contre le nucléaire, hein, qui sont voilà, impliqués, concernés par tout ça. Donc on voit qu'il y en a beaucoup. Il y a les syndicats et puis les laboratoires de recherche, voilà, où vous avez, et il y en a bien d'autres. Voilà, donc ça c'était simplement pour vous montrer la multiplicité des acteurs qui font que on est aujourd'hui dans... Enfin, quand on découvre un sujet et qu'on voit qu'il y a autant d'acteurs, bah c'est assez vertigineux en fait. Et puis surtout, c'est à partir de cette étude de contexte en fait qu'on doit tirer des constats et puis surtout construire un débat public. Voilà. Chaque débat public est unique. Il n'y a jamais un débat public. En fait, on n'a pas une recette. Tiens, le débat public, ce sera forcément une conférence d'ouverture, 4 ateliers, etc. On n'a pas de format établi. À chaque débat, on va construire différemment. Mes collègues du PNG MDR 5, en 2019, ont choisi de faire des étapes. Ils ont fait une espèce de tour de France du PNG MDR avec tous les acteurs. Donc chaque soir, ils rejouaient la même scène, mais dans des lieux différents. Donc la même scène, presque scène de ménage, hein, entre les pros, les contres, etc. Et certains avaient dit que c'était la caravane du PNG MDR. Bon, moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai dit, bah, on va pas faire pareil, parce qu'en 2019, ça avait du sens. Ça a permis de creuser toutes les controverses. Aujourd'hui, à l'aune de ces informations-là, moi j'ai dit, bah, en fait, on va faire un débat public, avec le grand public, et avec les étudiants. Voilà, ça a été une des conclusions.
Voilà, donc les constats, multiplicité d'acteurs, utilisation d'acronymes et d'un langage qui ne facilite pas l'accès pour le grand public, hein, FAVL, MAVL, tout ça, seuil de libération, enfin bon. Défiance d'une partie du public par rapport à un contexte politique et social tendu. Je ne vous cache pas que l'instabilité gouvernementale n'aide pas, puisque bah voilà, on va dire, on va commencer un débat, on n'a peut-être pas de ministre, on n'a pas de PPE. Voilà, on a un contexte qui fait que on peut nous dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bah oui, parce qu'en fait, la DGEC, elle est tout le temps là, et eux, ils attendent pour écrire le plan, et que il y a quand même des éléments qu'on peut communiquer. Il y a des réunions qu'on peut tenir. Il n'y a aucun souci pour continuer à faire un débat, même s'il y a une grosse instabilité, mais c'est clair que ça ne nous aide pas. Et puis, on a aussi la volonté aujourd'hui, par les acteurs, hein, de renforcer la lisibilité de ce plan. Au début, quand je leur ai dit, à un moment, je leur ai dit ça. Je devrais peut-être pas le dire, mais c'est pas grave. À un moment, moi, le débat public, je voulais l'appeler MDR. Voilà, parce que le précédent, il s'appelait PNG MDR, plan 2027-2031, etc., et que ça faisait rêver personne. Bon, moi, je dis pas que MDR, ça fait rêver, mais au moins, ça fait rire. Bon, on m'a dit non, c'est pas... Non, pas là. Bon, peut-être le prochain, on verra. Mais en tout cas, c'est juste, il y a un moment où, quand j'ai annoncé ça au comité d'orientation, tout le monde a ri et tout le monde m'a dit, mais oui, allez-y, très bien. Bon, la CNDP elle-même m'a dit non. Mais en tout cas, les acteurs, ça les... En fait, ils avaient une espèce de soif de faire connaître ce plan et d'axer vraiment sur la pédagogie parce qu'ils ont bien conscience qu'ils sont dans leur sphère, ils tournent en rond et que finalement, je ne vais pas dire que tout le monde s'en fiche, mais ça n'intéresse pas, ça ne mobilise pas les foules. Alors qu'en fait, bah, quand on discute avec les gens de ces sujets, on s'aperçoit que bah, ça les intéresse bien quand même. Donc voilà, ça fait partie des résultats de cette étude de contexte. Donc nous, on en a conclu qu'il fallait adapter le débat aux différents publics, les jeunes et les publics éloignés, un besoin de format créatif, pédagogique et décentralisé, et l'existence d'attentes fortes sur des thèmes éthiques, économiques et territoriaux, ce qui était un petit peu ce qui était ressorti de nos entretiens. Donc au final, je vais aller vite pour qu'on ait du temps pour... je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'on aura du temps de toute façon. Ah non, pas tant que ça. Ok, les thèmes. On a décidé de parler de l'impact de la politique énergétique sur les déchets radioactifs. Voilà, donc toute la politique actuelle de développement ou de relance du nucléaire. On a prévu d'avoir également une attention particulière sur les coûts parce que c'est un sujet qui intéresse en fait les citoyens. Eux, ils se disent, OK, il va y avoir des EPR partout, il y a plein de déchets radioactifs à gérer. Du coup, ça nous coûte combien, nous, à la fin, sur notre facture, sans compter les éoliennes, hein, parce que ça aussi, c'est une question qui se pose aussi sur le développement des énergies marines renouvelables. Bref, combien ça coûte tout ça? Après, on a la question de la classification entre matière et déchets, voilà, et notamment sur l'avenir du retraitement. Donc là, je vous annonce aussi qu'il y aura un débat public prochainement sur un projet d'Orano qui s'appelle Aval du futur. Aval du futur, c'est un projet qui vise à La Hague à recréer des piscines de refroidissement et usines de MOX. Donc là, c'est un gros projet porté par Orano qui va faire l'objet d'un débat public. Mais en tout cas, nous, déjà, à ce stade, se pose la question, le retraitement, c'est quoi son avenir? Voilà, avec ce débat sur les matières, est-ce qu'un jour on pourra les réutiliser? Alors, il y a eu beaucoup d'expériences hein, sur, là aussi, vous savez ça mieux que moi, mais sur des réacteurs à neutrons rapides hein, qui étaient censés réutiliser ou bah, voilà, des superphénix qui se sont arrêtés. Il y a ITER, je crois, qui tourne encore, qui est certainement encore en activité. Voilà, donc ça, c'est un sujet important de ce débat public. Après, on a les sujets en lien avec CIGEO, donc la phase industrielle pilote, qu'est-ce qu'on en attend? Et puis les autres options et alternatives, groupe qui continue toujours. Ensuite, on a un point sur les déchets FAVL, donc faible activité mais vie longue. Où là, on a la Cour des comptes qui a fait en 2025 un audit de l'ANDRA et qui a alerté sur le fait qu'il y avait un certain nombre de déchets radioactifs de faible activité mais vie longue qui n'avaient aujourd'hui pas de filière, donc qui sont entreposés
et on n'a pas aujourd'hui d'exutoire pour ces FAVL. Et là, du coup, comme la Cour des comptes a fait cette alerte, eh bien, on estime que c'est un sujet du débat, sachant qu'on a aussi, pour se baser sur les sujets du débat, on avait aussi une note de l'ASN, parce qu'à l'époque où la note a été écrite, c'était encore que l'ASN, qui disait quels sont les enjeux du 6e plan. Donc on avait pas mal d'éléments, entre guillemets, pour choisir les thèmes du débat. Voilà, et sur les FAVL, donc qu'est-ce qu'on en fait? Et sur les TFA, donc très faible activité, on est globalement sur une saturation, notamment du centre, le CIRES, qui accueille ces fameux TFA. Qui a déjà fait l'objet d'une extension sur un projet qui s'appelait Akassi. Donc ils sont passés de 600 000 m3 à 900 000 m3, mais malgré tout, il y a un moment où ça va arriver à saturation. Donc là, il y a encore un site qui est ciblé par l'ANDRA qui se trouve à Vendeuvre-sous-Laine et qui devrait faire là aussi l'objet d'une réflexion pour voir si on peut y implanter un nouveau site d'accueil, soit des TFA, soit des TFA et des FAVL. Voilà, donc ces sites qui, en gros, ces déchets qui ont besoin de trouver de la place et ou une forme de valorisation. Ensuite, on va travailler sur les impacts territoriaux, santé, paysage, fiscalité, emploi, tout ça. Et puis, merci. Et les déchets médicaux radioactifs qui sont un sujet qu'on nous a mis sur la table cette année, qui n'était pas du tout dans le précédent plan, et qu'on va du coup traiter. Donc les déchets médicaux radioactifs, peut-être que certains d'entre vous travaillent dessus, qui sont un nouveau sujet qui a été mis en avant et par l'ASN et par d'autres acteurs. La DGEC en attend beaucoup aussi. Là, on est sur un sujet où on prend vraiment les choses au démarrage. Donc on va faire un atelier avec des acteurs professionnels du secteur de la santé et de la santé qui manipulent de la radioactivité pour un peu explorer le sujet, voir quels sont, au moins avoir les premiers chiffres, si on arrive à avoir des volumes. Et là, c'est exploratoire. Moi, personnellement, mon avis, c'était qu'il aurait fallu faire un sujet à part, en faire un sujet à part pour vraiment pouvoir le traiter en profondeur et bien. Bon, on va le traiter dans le cadre de ce plan, mais ça ouvrira certainement des perspectives pour traiter ce sujet ailleurs et autrement. Voilà, et puis le dernier, c'est tout ce qui va concerner des sujets en fait, qu'on retrouve dans tous les débats publics, l'éthique, la gouvernance, peut-être qu'on avancera sur le périmètre au cours de ce débat. Voilà, je vais aller très vite maintenant. Le mode de construction du débat public, moi je l'ai voulu collectif. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai interviewé tous les membres du comité d'orientation en public lors d'une séance en leur demandant qu'attendez-vous de ce plan? Qu'attendez-vous de nous? Qu'attendez-vous du débat? De manière à ce qu'il y ait une forme de co-construction. On s'est beaucoup appuyé sur leur propre documentation, à tous ces acteurs, comme j'ai dit, des acteurs pluriels. Et puis, je leur ai proposé qu'on expérimente des nouvelles approches de débat public parce que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, la caravane, tout ça, visiblement, ça les irritait un peu, puis ça leur demandait une trop grosse mobilisation. Tout à l'heure, vous demandiez si on préparait les publics au débat avec des témoignages d'experts, bah oui, mais sauf que vous prenez l'IRSN, enfin la SNR, ils ont une équipe qui est prête à venir nous appuyer pour organiser des serious games, pour faire des interventions. L'Andra, ils sont au taquet, EDF, ils sont au taquet, Orano, ils sont au taquet. Mais derrière, les assos environnementales, ils n'arrivent pas à suivre. Ils n'ont plus de budget, ils n'ont pas le personnel pour le faire. Et du coup, c'est plus compliqué d'équilibrer les débats avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas disponible. L'architecture du débat public, on va la construire autour de ces fameux 9 thèmes. On va avoir pas mal de rencontres en ligne. C'est un débat national. Donc, qui dit débat national dit quand même pas mal de numérique parce qu'on ne peut pas aller partout. J'ai oublié de le préciser, mais on a un budget ric-rac. Voilà, par rapport à d'autres débats publics et par rapport au précédent PNG-MDR, on a, alors ça vous paraît énorme, mais on a 1,1 million, ce qui est pas beaucoup, en fait. Ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, parce que moi je suis que le 3e choix de président, les 2 précédents l'ont refusé et il y en a un qui l'a refusé notamment à cause du budget. On va se débrouiller. Voilà.
Donc, orientation forte vers des rencontres en ligne et une mobilisation de l'enseignement supérieur qui est assez inédite. Sur ce débat public, on aura 25 universités différentes qui vont participer au débat. Voilà, donc ça, c'est la première fois que ça arrive. On a eu de la chance, on a fait un appel à manifestation d'intérêt. France Université, il y avait un vice-président de France Université qui était dans les contacts. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça. Et du coup, ça a bien tourné dans tous les réseaux. Et 25 universités, pour nous, c'est exceptionnel. Et on espère réitérer ce type d'expérience à la CNDP parce que la jeunesse, vous êtes particulièrement concernés par les sujets qu'on aborde. Voilà, donc sur les modalités, je finirai là-dessus. On aura un panel citoyen. Donc un panel, c'est 20 citoyens tirés au sort en France selon des critères pour qu'on ait autant d'hommes que de femmes, les catégories socio-professionnelles représentées, la géographie française respectée, bref, des jeunes, des moins jeunes. Donc un panel de 20 citoyens qui vont déjà faire une lecture du dossier du maître d'ouvrage. La DGEC a écrit un dossier qui est sur notre site internet du débat. Et ce dossier explique comment eux, ils abordent les choses. Donc déjà, notre panel citoyen, il va faire une analyse, ce qu'on appelle un arpentage de ça, et déjà apporter des éléments critiques ou complémentaires sur ce document. On va avoir des webinaires sur les 9 thématiques qu'on a identifiées. On aura une réunion publique d'ouverture qui aura lieu le 13 octobre prochain en ligne. Et on aura également une modalité de restitution intermédiaire sous la forme d'un tribunal des civilisations futures ou des générations futures avec Uzbek et Rika, qui sont un média en fait qui travaille autour de la vulgarisation des différents sujets et qui nous a proposé ça. Je ne suis pas sur le bon PowerPoint, mais c'est pas grave. Worldwide View, il n'y en a plus. C'est des réunions territoriales en fait qu'on va faire sur 4 territoires différents qui accueillent des installations de stockage de déchets ou d'entreposage ou les deux. Voilà, donc 4 réunions territoriales. Et puis, les modalités d'atelier avec les universités, on va faire des rapports d'étonnement, des avis et propositions à la DGEC, des questionnements sur l'éthique, des analyses de controverses. On fait également du serious game et c'est ce qu'on va faire notamment ici. Le 5 décembre prochain, on va venir avec une équipe de 5 personnes animer un serious game sur CIGEO, précisément. Voilà, et puis après, il y aura aussi des enquêtes de terrain qui sont menées en autonomie par certaines écoles. Il faut savoir que dans les écoles, on a les ponts, on a les mines, on a de la géographie, de l'histoire, de l'éthique, de la philosophie, les urbanistes. Voilà, on a beaucoup d'universités différentes. Voilà, on a le site internet qui permet de se documenter. Donc là, on est surtout sur de l'information. Il renvoie lui-même sur une plateforme participative où on peut déposer un avis. Donc si vous avez un avis sur la question, vous avez envie de le défendre, vous pouvez mettre avis et puis vous mettez votre rédaction. Des cahiers d'acteurs. Ça, c'est pour les professionnels du secteur en général qui vont pouvoir rédiger. Alors, c'est 4 pages. On a limité le format des cahiers d'acteurs parce que sinon, des fois, on se retrouve avec... comme ils arrivent en fin de débat, nous, on a 2 mois pour rédiger notre compte-rendu. Si jamais on se retrouve avec 80 cahiers d'acteurs, ce qui est une moyenne classique chez nous, 80 cahiers d'acteurs qui font 100 pages, ça fait 800 pages à analyser. Rien que ça nous prend beaucoup de temps. Voilà, et puis on aura un travail avec certains influenceurs, dont un qui s'appelle, dont le média c'est Osons causer. Voilà, et puis... qu'est-ce qu'on a d'autre? L'atelier avec les professionnels pour les déchets médicaux. Voilà, donc on ne va pas s'ennuyer, sachant qu'avec les universités, on travaille sur du sur-mesure. Donc chaque université, en fait, chaque enseignant nous demande une intervention comme ci, un serious game par là. Voilà, et donc on a fait des corpus documentaires par catégorie, par thématique. Ce qui permet, voilà, si jamais un sujet vous intéresse en particulier, vous pouvez aller chercher le corpus documentaire qui reste assez grand public. Donc on n'a pas mis des thèses, alors il y en a quelques-unes, mais elles sont à la fin. Mais sinon, c'est plutôt des formats, ça va du plus court, on va de vidéos de 5-10 minutes à voilà, des documents plus nourris. Et les attentes qu'on a, c'est surtout d'apporter de l'information et de la compréhension sur ce fameux plan, de permettre de formuler des recommandations qui seront récoltées par l'État
et puis une meilleure appropriation de ce plan qui voilà, se répète tous les 5 ans, nous concerne tous, et qui est assez intéressant. En tout cas, intellectuellement, c'était assez vivifiant comme préparation. Voilà, j'en ai fini. Eh bien, merci Julie pour cette conférence très riche. On va refaire une séance de questions. Tu dois être un peu fatigué, mais ça va? Bon, ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie de la conférence? On peut aussi revenir sur la première partie et le rôle de la CNDP. C'est vrai, c'est eux qui sont fatigués. Alors, je me permets de poser une petite question qui m'était venue au début, donc sur la première partie, sur le principe d'égalité de parole, donc qui sous-tend le fait que chaque contributeur a un poids égal dans la parole. Moi, je voulais savoir un petit peu sur un petit peu les bases, je sais pas, philosophiques qui sous-tendent un petit peu ce principe-là, parce que j'imagine que c'est quand même, je pense que c'est sujet à discussion. Et en fait, je pense là-dedans, dans mes souvenirs sur les années 90-2000, où dans les médias, alors c'était pas la CNDP, c'est dans les médias, commence à émerger la question des émissions de gaz à effet de serre et de la responsabilité des activités humaines dans ce cadre-là. Et pendant 1 à 2 décennies, c'est vrai que les médias, un petit peu sur la base de ce principe, ont donné la parole donc à des gens qu'on classe aujourd'hui comme étant climato-sceptiques, qui représentaient une toute petite minorité de la communauté, d'ailleurs non spécialiste de ce sujet-là, versus une sorte de consensus scientifique très large, qui était d'autant plus large qu'on se rapprochait des climatologues, c'est-à-dire des gens qui étaient spécialisés du domaine. Et c'est vrai que dans les médias, cette approche une voix, une parole, on peut se dire qu'elle a peut-être contribué à symétriser 2 prises de parole qui, pour le coup, dans la communauté, n'étaient pas du tout symétriques. Alors, on ne sait pas ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu justement ces 2 paroles. On ne peut pas refaire l'histoire non plus. Peut-être qu'il y aurait eu derrière des mouvements encore plus virulents, ça on ne peut pas le savoir. Mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu d'où vient ce principe ? Alors, ce principe, en fait, il vient du fait que la CNDP s'adresse au public. Et le public, c'est tout un chacun, c'est chaque citoyen. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que chaque parole est unique, mais chaque parole est équivalente. C'est simplement de dire aussi que c'est pas parce que un élu est élu qu'il doit parler plus fort, parce qu'en fait, la vérité, où elle se situe? Ça aussi, c'est une des questions qu'on se pose souvent, puisque on a aussi dans nos débats publics un devoir de traquer la fake news. Donc on a tenté plusieurs choses là-dessus, qui n'ont pas été satisfaisantes, hein. Après, moi, cette égalité de parole, entre guillemets, je la porte, j'ai signé ma charte. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Voilà, c'est particulier. Mais en tout cas, c'est une solution qui permet aussi de se dire une personne, une voix. Bah, ça évite d'avoir à tout le temps être en train de se dire alors lui, est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un vrai expert? Est-ce que c'est un faux expert? Parce que on a aussi, nous, du mal à décrypter qui est qui et qui dit quoi. Et l'analyse des données, des sources, elle est très compliquée pour nous. Je rappelle, je n'y connais rien en nucléaire. Donc, si quelqu'un me dit le neutron, il fait ça, il fait ça, il fait ça, moi, je vais dire OK. Et donc, monsieur, il pense quoi du neutron? Ah non, il fait ça, 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 ça. OK. En fait, je ne suis pas en mesure de juger si une proposition est mieux que l'autre. Par contre, on va collecter tout ce qu'on a. C'est une grosse difficulté. Il y a plusieurs débats publics qui ont fait appel à des fact-checkers voilà, pour essayer de voir s'il y avait vraiment des grosses énormités. Alors, on en a certaines, des énormités sur certains sujets sur lesquels on va dire, ouais, non, là... Mais là, le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, vous êtes expert ou vous n'êtes pas expert. L'important, c'est que vous citez quelque chose. Si c'est quelque chose dont vous estimez que c'est vrai, ben dans ces cas-là, vous nous citez la source. Et ensuite, chacun fera son avis sur la source. Voilà.
Mais effectivement, c'est une vraie difficulté qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, ça permet aussi à un citoyen, quand il vient en réunion, de se dire que il a le même poids en fait qu'un autre et qu'il est légitime en fait. C'est aussi une question de légitimité à participer. Il y a quelqu'un qui lève la main là. Est-ce que ces fact-checkers, c'est des experts du domaine ou c'est des gens qui font partie de la CNDP ou de ces organismes-là? Non, pour le fact-checking, on prend des experts en général qui peuvent être accompagnés de membres de la CNDP qui vont avoir un autre regard, mais globalement, l'idée, c'est plutôt... voilà. Alors moi, sur ce débat public-là, j'ai une personne ressource que j'ai pas pu mettre dans mon débat public. Alors, je vais tout vous dire. C'est filmé, mais tant pis. En fait, je voulais avoir dans ma commission François Besnu, qui est un ancien de l'IRSN en charge des déchets radioactifs. Donc autant vous dire, c'était the expert. Je voulais absolument l'avoir, et puis on m'a dit, bah oui, mais alors, il est retraité, hein, donc il n'y travaille plus. Donc moi j'ai dit, bah il est retraité, c'est bon, il n'y a plus de conflit d'intérêts. Là on m'a dit, ouais, mais quand même, il est retraité depuis peu, les gens le connaissent, les acteurs le connaissent. Et ben, on m'a dit, non, en fait, il est encore trop chaud, il n'a pas refroidi. Donc je dis, bon, bah c'est dommage, mais quand même, je l'ai intégré d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il nous a fait une formation, à moi et mes collègues, sur les matières et déchets radioactifs. On lui avait posé plein de questions, de trucs qu'on ne comprenait pas à l'issue de nos analyses documentaires. Il nous a fait une petite formation. Et très clairement, il y a un moment dans le débat public où si moi je me retrouve en difficulté justement sur ces questions de données, sur ces questions d'affirmation, où je ne sais plus ce qui est vrai de ce qui est faux, moi, personnellement, je ferai appel à lui. Enfin, il est prévu que je puisse, mais ce n'est pas un membre de l'équipe, donc il n'a pas son mot à dire dans l'ensemble du débat. Par contre, sur des points précis, il est prévu que si nous en avons besoin, on ira le chercher en tant qu'expert sur la question. Je fais une petite parenthèse parce que tu parlais du serious game. Je ne suis pas sûr que tout le monde savait dans quel cadre c'était fait. Donc en fait, ça sera dans le cadre de l'UED Économie de l'énergie, pour lequel je suis responsable d'IE. Ce n'est pas de l'autopromo parce que le choix des UED a été fait en début de semaine. Donc en fait, ça sera 5 heures à la fin de l'UE Économie de l'énergie. Voilà, bon, pour ceux qui. Et puis on essayera, en fonction des places disponibles, d'étendre un petit peu le serious game à d'autres élèves. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout à l'heure, vous avez parlé donc des fonds qui étaient alloués donc à ce débat public que vous présidez, comme quoi ils étaient relativement faibles et que plusieurs personnes avaient déjà refusé de présider ce débat pour cette raison-là. Je me dis, avec la situation financière actuelle, la situation économique actuelle, il se peut que plus tard, dans le futur, on ait des débats publics qui, effectivement, reçoivent des ressources de plus en plus faibles. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est déjà été commencé à anticiper de la part de la CNDP de se questionner sur est-ce qu'on effectue encore ces débats publics malgré qu'ils soient intéressants, mais n'ayant pas les fonds, est-ce qu'à ce moment-là, on supprimerait ce droit au débat est-ce que ça remettrait en cause, du coup, ce droit? Alors, nous, il faut savoir que notre budget, il est voté. Donc, c'est l'État qui nous alloue notre budget. Donc, aujourd'hui, de mémoire, je crois qu'il est de 10 millions. Et après, à chaque fois qu'il y a un débat public, le maître d'ouvrage va financer en partie le débat et décide du montant alloué. Donc là, en l'occurrence, c'est l'État qui dit, pour le PNG-MDR, pour le débat public de cette année, on va monter jusqu'à 1,1 million, pas plus. Donc, en fait, on est très dépendant de l'État. Après, moi, je suis concertante dans la vraie vie, donc c'est mon métier. Autant vous dire que quand je suis Julie Dumont, consultante, on ne me donne pas 1,1 million pour faire un débat public. Hein. Voilà, c'est même, vous pouvez enlever beaucoup, beaucoup de zéros. Donc en fait, on est aussi capable de travailler sur des formats différents. Le format qu'on a aujourd'hui, on s'est payé le train, l'hôtel et notre nourriture, mais c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit.
ça demande de mobiliser vos enseignants. Le Serious Game, on va venir à 5. Là encore, c'est du temps homme. Mais voilà, moi j'estime qu'on peut quand même arriver à faire des choses intéressantes, même si on n'a pas d'argent. Ça n'empêche pas, il faut juste être un peu créatif. Voilà, après ce qui coûte cher, alors nous on a en plus, alors, comme on est cadré, c'est des accords cadres avec des prestataires où il y a des lignes. Alors vous avez la ligne vidéo, si je demande une vidéo de 4 minutes, ça va me coûter 1500 balles. Si je demande une réunion publique avec 300 personnes, la technique, les animateurs, les passages de micro, etc., c'est beaucoup. C'est 20 000 balles. Non, c'est des chiffres hallucinants. Moi, comme je disais, moi, quand je suis professionnelle, quand j'organise une réunion, je ne prends pas 20 000 euros. Hein. Donc, il y a quand même des moyens de contourner cette difficulté. Moi, c'est ce que j'ai dit quand j'ai pris ce débat-là. Je dis, en fait, comme je n'ai jamais présidé de débat public, je ne sais pas à quelle vitesse ça fond. Je me suis dit, 1 million, c'est pas si mal. On arrivera bien à s'en sortir. Et c'est ce qu'on fait avec notre équipe. On s'en sort. On imagine des choses. On va sur le terrain, on y met pas mal de notre personne, mais voilà, je pense qu'on fera un joli débat public. Et surtout, on a de manière exceptionnelle de la jeunesse sur ce débat. Et ça, c'est déjà un succès avant que ça ait commencé. Voilà. Une question dans le public ? J'en profite, j'en ai une. Ouais. On a des étudiants qui ne sont pas français, qui viennent de l'Amérique du Sud. Est-ce que ce phénomène de concertation, de l'usage du débat public dans les grands enjeux industriels est mené aussi à l'international ? Oui, il y a des pays qui sont extrêmement avancés sur ces sujets. Je pense notamment au Canada. Il y a un organisme, en fait, la CNDP n'a pas d'équivalent dans le monde, à part au Canada où on a le BAP. Qui est le bureau, alors j'ai plus l'acronyme en tête, mais en gros on a un équivalent qui est au Canada, qui ne fonctionne pas exactement comme nous, mais on est le seul pays en France qui a ça. Par contre, vous avez en Amérique du Sud notamment des pratiques de facilitation, d'agora et de participation citoyenne qui sont assez originales et très très bien menées. Donc vous avez aussi tout simplement en Afrique, vous avez aussi des groupes de parole, des choses qui sont dans l'oralité. Nous, on est beaucoup dans l'écrit. Mais il y a aussi des transmissions orales qui sont extrêmement intéressantes et des débats qui sont aussi très, très pertinents dans la manière dont ils se font. Donc oui, il y a dans le monde, évidemment, des pratiques, mais une pratique organisée, légale et inscrite à la Constitution, c'est unique en France. Et le seul pays qui a un équivalent, c'est le Canada avec le BAP. Et sur ce sujet de la gestion des déchets radioactifs, on sait que c'est un sujet en Allemagne, ils y songent aussi en Finlande. Est-ce que vous avez des échanges comme ça sur leurs solutions ? Est-ce que ça fait partie aussi du débat de regarder ce que font les autres pays ? Ouais, là on va rentrer dans le cadre des 9 thématiques. C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, on va regarder la Suède sur l'enfouissement profond, on va regarder le Royaume-Uni également sur, par exemple, des pratiques de retraitement ou non, c'est pas du retraitement, je ne sais plus ce qu'on regarde, mais je suis désolée, je ne vais pas rentrer dans chaque thématique. Mais on va avoir une attention particulière sur les seuils de libération, par exemple, où on va contacter des collègues belges pour venir nous expliquer, parce que c'est vrai qu'on a volonté quand même, alors là pour le coup, c'est là la limite des budgets, c'est que là s'il faut qu'on paye des traducteurs, c'est plus possible. Donc on va rester en francophone. Donc on va inviter des Belges notamment. Après on a notre collègue Alexis qui travaille à Nuclear Transparency Watch, qui travaille lui à l'échelle européenne. Donc il a déjà repéré plusieurs experts pour venir éclairer des sujets. Voilà, donc c'était une de nos ambitions quand même d'apporter ces regards qui évitent de rester dans le franco-français, qui ne voit qu'une solution ou qu'un angle, mais d'ouvrir aussi le débat à d'autres pays, en essayant de ne pas tomber non plus dans la caricature pro ou contre le nucléaire. Parce que ça, c'est un des dangers de dérapage de ce débat, c'est de partir dans le pour ou contre le nucléaire. Nous, on part du principe que le débat, il porte sur des déchets qui existent déjà, certains qui seront produits peut-être après, mais en fait, déjà ceux qui existent, si on trouve des solutions pour tout ce qui existe aujourd'hui,
Voilà, c'est ça le débat public. C'est pas est-ce que je suis pour ou contre le nucléaire, c'est pas la question aujourd'hui. Et du coup, c'est très bien cette dernière intervention. Est-ce que tu as des conseils justement sur nos élèves ingénieurs qui ont participé, aux futurs professionnels, à ces débats? Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour participer à ces débats ou s'adapter au grand public ou de contribuer? Alors, j'aurais plein de conseils. Ça va dépendre de ce que vous allez faire, de là où vous allez être, de vos valeurs personnelles. Ça dépend de plein de choses, mais j'ai envie de dire, si à un moment ou à un autre, vous êtes côté maître d'ouvrage et que vous êtes embarqué dans un débat public, j'ai envie de dire, ne nous voyez pas comme un danger, bien au contraire. N'ayez pas peur des publics non plus, parce que les publics peuvent paraître agressifs, peuvent paraître opposés, mais en fait, à partir du moment où on établit un dialogue, les choses se passent de toute façon mieux. D'être honnête aussi intellectuellement dans vos prises de position, dans les informations que vous donnez, et puis de ne pas négliger, comme je le disais en introduction, le facteur humain. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai vu des super chefs de projet, notamment dans l'éolien, qui étaient hyper techniques, qui avaient vraiment une technicité extrêmement élevée, mais qui n'arrivaient pas à dialoguer en fait, qui étaient trop fermés, qui se défendaient, qui se sentaient agressés. Et rien que leur positionnement, en fait, les mettait un peu en dehors du dialogue, ce qui est dommage. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, ne négligez jamais que en fait, vous allez travailler avec d'autres humains. Enfin, je l'espère pour vous. Peut-être que sinon, vous serez peut-être en tête à tête avec un microscope ou je ne sais quoi. Mais il y a de fortes chances pour que vous travailliez avec d'autres humains et ces facteurs-là, ils sont extrêmement importants. Et la participation citoyenne, c'est voilà, c'est un droit précieux qu'il faut conserver, quoi, hein, et qui permet surtout de ne pas être ignorant des choses. Enfin voilà, de ne pas vivre dans une société où on ne comprend plus les enjeux. C'est ça le vrai enjeu, c'est ça, c'est de ne pas perdre le fil de là où on vit et de ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous êtes sur certains sujets, intéressez-vous au sujet sur l'eau, intéressez-vous à plein de sujets, j'ai envie de dire, c'est ça, la curiosité, c'est la plus belle des choses. Merci beaucoup pour ce message. Ah, une dernière. Bonjour. Quand vous avez parlé du projet Montagne d'Or en Guyane, vous avez cité les autochtones. Oui. Je voulais savoir, en général, pour les projets que mène la France à l'étranger, dans des territoires étrangers, est-ce que vous incluez toujours dans le débat public, est-ce que vous faites en sorte qu'il y ait toujours les autochtones, que leurs paroles soient prises en compte, ou je ne sais pas, parce que c'est des projets français, mais c'est des territoires étrangers, donc je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Je veux savoir, c'est tout. Là, on reste en France, hein, on est en Guyane, donc en fait, c'est parce qu'on. Alors nous, les projets, par contre, à l'étranger, c'est-à-dire ni dans les DOM ni dans les TOM, c'est pas du tout la même législation qui s'impose, hein. Là, c'est parce qu'on était en Guyane et que du coup, nous, notre job, quand on monte un débat public, c'est d'aller chercher tous les acteurs présents, importants, concernés. Voilà, les acteurs concernés. Et du coup, il y avait effectivement des tribus locales qui étaient concernées, puisqu'on allait justement aller faire des choses chez elles, construire des routes, etc., creuser. Et du coup, bien entendu, ils étaient au premier rang des concernés. C'est pour ça qu'ils ont été là et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés aussi de manière assez... Voilà, donc c'est des images magnifiques, hein, des débats publics qu'on a avec des personnes en costume traditionnel. C'est assez impressionnant. Et juste pour la petite histoire quand même, parce qu'elle est rigolote, c'est que Alexis Gessler-Roblin, qui est dans mon équipe, a commencé sa carrière, il était jeune à l'époque, il était en stage chez le porteur de projet du projet Montagne d'Or. Et en fait, il m'a dit, j'ai juste été traumatisé par la manière dont s'est fait le débat. Voilà. Lui, il l'a vécu côté maître d'ouvrage et il a très très mal vécu. Donc ça a été un débat, je pense, tendu, extrêmement compliqué. On n'a pas parlé beaucoup de conflictualité, mais on va y être confronté, nous notamment, puisqu'on voulait on va faire des réunions territoriales, et il y en a une notamment qu'il serait pertinent d'aller faire à Bure, juste à côté de Cigéo. Non, on n'ira pas. Parce que on sait qu'on va risquer
physiquement, hein, je pense, et surtout risquer d'être obligé d'annuler la réunion parce qu'on nous empêchera, on a déjà été prévenus, il y a des collectifs extrêmement virulents qui ne sont plus dans l'argument du tout, qui sont dans la mobilisation contre, mais là on est, enfin voilà, on est sur quand même des groupes assez violents, hein, on arrive à suivre ce qu'ils font, on s'est infiltré un petit peu, on va dire. Et là, on voit que on va pas y aller. Voilà, j'ai pas envie de faire risquer à mon équipe de prendre des tomates. Puis bon, comme vous évoquiez la question de l'argent, à chaque fois qu'on organise une réunion, c'est plusieurs milliers d'euros qui partent. Et si on peut pas la tenir et qu'en plus on offre des tribunes entre guillemets à d'autres. Enfin, c'est un peu compliqué, même si moi je cherche aujourd'hui une solution, d'ailleurs si vous en avez une, n'hésitez pas, pour faire entendre cette parole, parce qu'elle fait partie des paroles citoyennes, mais voilà, eux ne veulent pas rentrer en tout cas dans le débat public, le boycott, parce qu'ils estiment qu'on est du côté des institutionnels et des méchants. Voilà, mais nous, on aimerait faire entendre leur voix quand même, mais sans se prendre, enfin voilà, sans risquer non plus des choses. Il faut savoir qu'à Bure, il y a 80 gendarmes qui sont déployés sur le territoire en permanence pour sécuriser la zone. Donc c'est pas tranquille, on va dire. Alors, on va clore cette conférence et ce débat. On va remercier encore Julie Dumont pour son intervention. Donc, bon appétit à tout le monde. Merci à vous d'être venus. Et vous les reverrez dans le cadre, donc le 5 décembre, voilà, dans le cadre du Serious Game. Merci beaucoup de votre attention.